remercions pour le déplacement que vous avez effectué afin d'assister à la conférence de presse du GSA. Le GSA qui est le groupement des souscripteurs à l'agrobusiness. Depuis la fin de l'année 2016, le dossier agrobusiness a commencé à endeuiller des familles. Et depuis lors, le GSA, qui est cette organisation-là même, ou cette association qui s'est donnée au but de défendre les droits de ses membres, a pris son bâton de pèlerin pour bien évidemment trouver des solutions aux problèmes agrobusiness en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés partout. On ne va pas faire la genèse de cette affaire-là ici, parce que toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur connaissent plus ou moins la genèse de cette histoire d'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Mais si on veut rafraîchir la mémoire de certaines personnes, il s'agissait pour un certain nombre d'entreprises légalement constituées de permettre aux Ivoiriens d'aspirer à un lendemain meilleur en faisant des investissements. Donc nous vous remercions encore, messieurs et dames de la presse, de venir encore nous écouter afin qu'on puisse vous donner les informations concernant les derniers développements de ce dossier et puis dire la meurtrissure qu'on a toutes les fois qu'on voit une personne qui a mis beaucoup d'argent dans ce phénomène d'agrobusiness-là vivre dans un désarroi total. Chers amis de la presse, chers amis, chers membres et sympathisants du GSA, nous ne cessons de rendre continuellement grâce à l'Éternel des armées qui rend toutes choses possibles. Merci Seigneur. Nous sommes ici aujourd'hui dans le but de parler, de communiquer, d'échanger avec vous, spécialistes de la communication, pour expliquer notre situation, pour parler du fardeau que nous portons depuis début décembre ou novembre 2016. C'était une affaire purement commerciale, une affaire entre des partenaires scellés dans un contrat. Alors, l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien a décidé d'intervenir dans cette affaire alors qu'il n'a jamais eu de plainte. Ce n'est pas le fait d'intervenir qui pose problème parce que l'État a le droit d'intervenir. Mais ce qui pose problème, c'est que cette intervention qui devait soulager a créé du désespoir. Et j'emploie le terme du secrétaire général, les souscripteurs et victimes sont dans un profond désarroi. C'est ce qui pose problème en fait. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler sans détour avec vous. Nous allons dire ce qui est en nous appuyant sur les faits précis et nous vous donnons la possibilité de dire tout ce que nous allons dire aujourd'hui parce que nous avons des preuves. Quelle que soit la connotation ou l'interprétation que l'on pourrait donner à ce qui va se passer aujourd'hui, sachez simplement que nous sommes des victimes. Nous sommes des gens qui sont, des personnes qui sont abandonnées, endettées, angoissées, déstabilisées, détruites complètement. Peut-être qu'il faut qu'on définisse un peu le mot victime. Je me suis amusé en lisant dans le petit Robert. Une victime est une personne ou une entité qui a subi un préjudice, un dommage physique
matériel ou moral. Elle subit les mauvais traitements, les injustices d'autrui. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons et c'est la réalité. Le thème victime ici n'est pas un paradigme, ce n'est pas une représentation, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, notre intervention va s'articuler, c'est pour permettre les gens de mieux comprendre la situation. Donc nous allons nous appuyer sur 3 points. Le premier, c'est les procédures judiciaires. Deuxième, le rôle du comité de veille. Et le troisième point, les actions contradictoires du gouvernement ivoirien. Concernant le premier point, les procédures judiciaires. Comme je l'ai dit tantôt, l'affaire d'Agrobusiness commence fin novembre 2016. Alors, c'est sur les réquisitions du procureur de la République, M. Adou Richard, que les mandats d'arrêt ont été lancés et que la justice ivoirienne a décidé de geler les comptes d'Agrobusiness. Ces mandats d'arrêt ont été émis contre M. Christophe Yapi, PDG du groupe Agronomis et de moneva.com. À l'encontre également de son petit frère Marcel Yapi, de M. Djedje, le directeur d'Agribusiness, de M. Grobry, le PDG de Respedia. Les 3 dernières personnes citées sont arrêtées et jetées en prison. M. Christophe Yapi étant à l'étranger, un mandat d'arrêt international dont nous avons copie est lancé à son encontre depuis début 2017. À ce jour, ce mandat d'arrêt n'a jamais été exécuté. M. Yapi passe de pays en pays sans être inquiété. Sur la question des DG emprisonnés, ils sont accusés de vol, d'escroquerie, ponzi, blanchiment. Alors qu'on s'attendait à un jugement fin 2018, ces DG ont été libérés en catimini, sans procès, sans informer les victimes, laissant celles-ci dans un profond désarroi, permettez-moi encore de me répéter, et c'est une réalité, et dans l'abandon total. Lorsque nous avons été informés de la situation, nous avons demandé à rencontrer le doyen des juges, M. Ousmane Victor. Koulibaly Victor, c'est ça? Il y a Ousmane aussi. Voilà, M. Ousmane Koulibaly Victor. Nous avons été reçus le 17 avril 2019 par ce dernier. Nous avons échangé sur plusieurs points. Sur la question de la libération des DG, le doyen des juges nous a informé que ceux-ci ont été libérés dans le but de mettre en place une plateforme. Donc le doyen des juges décide de libérer les voleurs, les escrocs, dans le but de mettre en place une plateforme inclusive. Il le dit bien, et c'est lui qui le dit, et nous avons les écrits pour ça. Il dit, cette plateforme, c'est une initiative personnelle en dehors du cadre légal. D'avril 2017 à ce jour, cette action n'a rien donné. Alors, pourquoi cette action n'a rien donné? C'est parce que les DG libérés ont posé un préalable. Les DG libérés ont demandé au doyen des juges de permettre que M. Christophe Yapi soit autour de la table de concertation. Mais il y a un mandat d'arrêt lancé contre M. Christophe Yapi. Déjà, pourquoi les DG
demandent cela? C'est parce que ces DG-là, à part la structure Moevia et Agronomis, les DG de Agribusiness, Respedia, prenaient l'argent des souscripteurs et allaient réinvestir dans ces structures-là. C'est pourquoi ils ont demandé la présence de M. Yapi Christophe autour de la table de négociation de cette plateforme informelle mise, que le doyen des juges voulait mettre en place. Revenons également sur la question du mandat d'arrêt international. Lors de cette même rencontre, le 17 avril 2019, nous avons abordé cette question, la question de l'exécution de ce mandat d'arrêt émis contre M. Christophe Yapi. Voici la réponse du doyen des juges. Monsieur le Président s'adressa à moi. J'émets les mandats d'arrêt, mais je ne l'exécute pas. C'est le procureur de la République, M. Adou Richard, qui doit exécuter ces mandats d'arrêt. Nous avons demandé à rencontrer le procureur de la République. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore été reçus. Sur la question de la procédure judiciaire du GESA contre les structures d'agrobusiness, le 29 mai 2020, nous avons par le biais de nos avocats assigné en paiement les structures d'agrobusiness. Ces structures étant fermées, sans être liquidées, les DG emprisonnés étant libérés et sortis du pays, on n'avait pas d'interlocuteur, donc le ministère public a été saisi. Après plusieurs reports, le ministère public qui devait produire ses conclusions, curieusement, M. Adou Richard laisse comprendre qu'il n'avait rien à dire. Alors c'est très curieux d'ailleurs comment un procureur de la République qui a, sur les réquisitions duquel on a mis les gens en prison et émis des mandats d'arrêt, peut dire qu'il n'a plus rien à dire. Et il laisse cette affaire entre les mains de la justice. En juillet 2021, notre affaire a été retenue et mise en délibéré le 18 novembre 2021. Lors de l'audience du 19 novembre 2021, le juge s'est contenté de dire en quelques secondes que notre requête est irrécevable, sans aucun motif. Sur la question d'irrécevabilité d'une requête, nous ne sommes pas juristes, mais on ne peut pas comprendre qu'une procédure qui a commencé, une affaire qui a été retenue, et que c'est à la dernière heure, on parle d'irrécevabilité. Nous estimons que cette question d'irrécevabilité devait être posée bien avant ou lors même de l'introduction, de l'instruction de la requête. Depuis 2 mois, nous sommes toujours en attente des écrits de la justice. Mais sachez, messieurs les journalistes, que nous allons interjeter appel. Deuxième point, la gestion du comité de veille. Rappelons que dès l'éclatement de cette affaire, le gouvernement ivoirien a mis en place un comité de veille. Ce comité de veille est présidé par M. Assaoré, le DG du Trésor. Assaoré Jacques, le DG du Trésor, par le procureur de la République, M. Adou Richard, par un représentant de la police économique et par un administrateur séquestre, M. Kone Drissa. Alors, dans cette configuration, il n'y a aucun représentant des souscripteurs. Puis, aucun représentant des structures d'agrobusiness. Alors, on voit déjà les faiblesses d'un tel comité qui est devenu plus tard même, au lieu d'être un comité, peut-être un club d'amis. Voilà. Le comité de veille gère notre affaire
ou gère cette affaire en dehors des victimes. Nous avons essayé d'adresser plusieurs courriers et reçu quelques réponses. À force d'envoi des courriers, nous avons pu obtenir une audience le 11 mai 2021. Au cours de cette audience, nous avons abordé plusieurs points, notamment l'état financier, car, comme je vous l'ai dit, on n'est même pas au courant de ce qu'il se passe. Aussi, la question relative au mandat d'arrêt international et à son exécution, et les questions des 85 milliards disparus dans les comptes des structures. Le comité de veille, le président de ce comité a pris bonne note et il s'est engagé à organiser une rencontre inclusive. Permettez-moi, messieurs de la presse, de revenir sur la question des 85 milliards disparus dans les comptes, et c'est un élément qui est très important. Dans un courrier reçu par le comité de veille, il est clairement mentionné que je vous donne les chiffres exacts, que sur un total de 111 milliards 678 millions 548 396 francs CFA versés par les souscripteurs, seulement 25 milliards 737 millions 222 662 francs ont été trouvés sur les comptes gelés. Il manque donc 85 milliards 745 225 736 francs. Comment plus de 85 milliards peuvent-ils disparaître des comptes des structures d'AgroBusiness, sachant que tous les souscripteurs ont versé directement leur argent auprès des banques comme NCA, c'est ça, ça se dit ça, NCA Bank, Ecobank, BOA. Conviendrez avec nous qu'avec un petit effort, en essayant de voir un peu dans les relevés bancaires, on peut quand même trouver trace de cette somme qui est sortie des comptes. Mais on reviendra sur cette question, certainement peut-être dans vos questions. Alors, lorsqu'on a posé cette question au président du comité de veille lors de cette rencontre, il a dit, « Monsieur Robes, notre rôle, c'est de gérer l'argent qu'on a trouvé sur les comptes, mais notre rôle n'est pas de gérer ce qui est sorti. » Or, ce qu'on ne comprend pas, l'affaire est au tribunal, le président du comité de veille, il est le président, et dans ce comité de veille, il y a le procureur de la République, et en plus, le comité de veille cherche des sommes additionnelles. Alors, si on cherche des sommes additionnelles, c'est une bonne piste quand même qu'il faut suivre pour voir qui a pris les 85 milliards. Le président du comité de veille a tenu sa promesse. Le 15 juin 2021 à 10h, une vidéoconférence, alors que j'étais à Paris, a été organisée. Et autour de cette conférence, devait être présent à cette conférence le président du comité de veille, le procureur de la République, le représentant de la police économique et l'administrateur séquestre. 5 à 7 minutes plus tard, j'ai été éjecté sans motif. C'est-à-dire que lorsque le procureur a fini d'intervenir et que le représentant de la police économique allait faire son exposé, on m'a supprimé de la plateforme. Nous avons toutes les preuves ici. On ne peut pas comprendre qu'un président organise une conférence et un membre est jeté comme ça
Certainement, il y a des choses qu'on veut cacher. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont cachées, mais en procédant de cette manière, on peut dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire ou qu'on ne peut pas dire ou qu'on n'a pas envie de dire. Sur le troisième point, les actions du gouvernement. Nous avons adressé plusieurs courriers au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, des courriers à la Première Dame, des courriers à Feu Amadou Bon Koulibaly, Feu Ahmed Bakayoko, à M. Patrick Hachi, des courriers au ministère de la Justice, au ministre de la Défense. Ces courriers sont restés sans suite. Nous avons été reçus à plusieurs reprises par l'ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Papa Gomis, paix à son âme, qui nous a beaucoup aidés. Ce qu'on ne comprend pas, fin décembre 2019, M. Patrick Hachi, alors secrétaire général de la présidence, mandate son conseiller juridique, M. Yapi, qui part d'Abidjan à Paris pour rencontrer les collaborateurs de M. Christophe Yapi, notamment M. Essien, le principal collaborateur de M. Yapi, et l'avocat de M. Christophe Yapi. Cette rencontre a eu lieu. L'ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire, M. Gomis, a sollicité et obtenu une audience auprès de M. Patrick Hachi. Nous nous sommes déplacés de la France à Abidjan, mais nous n'avons pas été reçus. Alors, on peut s'amuser avec vous, par exemple, messieurs les journalistes. Alors, comment un État comme le nôtre peut-il mandater un représentant, un juge, parce que M. Yapi est un juge, pour aller discuter avec les collaborateurs de quelqu'un sur qui pèse un mandat d'arrêt international? À quelle fin? Je vous remercie. Je vous ai dit aussi, on n'a pas encore les motifs, c'est-à-dire ce qui a motivé la décision d'irrécevabilité. On ne connaît pas pour le moment. Mais déjà, je vous informais, là on a une rencontre demain avec notre avocat, mais on fera appel. S'ils ne veulent pas, si ça ne passe pas, mais on va aller en cassation. Si ça ne va pas, on va aller sur le plan international. Parce que nous sommes des victimes. Et les victimes ont un droit. Alors, si c'est parce qu'on n'est pas content, parce que notre affaire n'est pas irrécevable. Voilà. Et notre affaire ne peut pas être taxée à ce stade d'irrécevabilité, puisque la procédure était déjà, l'affaire en délibéré. Quand on délibère une affaire, on dit qui a tort, on ne dit pas que votre affaire est irrécevable. Moi, je ne suis pas juriste, mais je pense que c'est comme ça. C'est dès le départ. Puisque déjà dès le départ, on nous a demandé, vous avez saisi la justice, vous n'avez pas de sticker. L'avocat a produit un sticker. Vous n'avez pas le journal officiel. L'avocat a produit le journal officiel. Alors, donc, en réalité, c'est à ce stade qu'on devait parler d'irrécevabilité. On peut vous dire, venez, on va vous dire qui a tort et qui a raison, et pour dire votre affaire est irrécevable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la plainte, au départ, cette plainte-là est dirigée contre les structures d'agrobusiness. C'est vrai. On sait que l'État a mal agi, mais l'État ne nous doit pas de l'argent. C'est les structures d'agrobusiness qui nous doivent de l'argent. Mais en orientant notre plainte contre les structures d'agrobusiness, on voit très bien, les gens peuvent percevoir là où on veut aller. Parce que c'est certainement cette intervention de l'État qui a créé toute cette contradiction, ce que nous vivons. Mais donc c'était une première étape. Et après, on allait voir. Parce que dans notre plainte, on mettait en cause également l'État et les banques. Nous avons payé notre argent auprès des banques. Voilà.
Et nous ne pouvons pas comprendre que c'est l'État qui demande aux banques de geler les comptes. Et pourquoi geler les comptes? Puisque tout s'est passé bien. M. Yapi payait correctement les souscripteurs. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il n'y a jamais eu de problème. Ce sont les Ivoiriens même qui n'ont pas souscrit. Voilà. Tout le monde est au courant. On est plus de 70 000 personnes. C'est parce que les gens sont fatigués. Les gens sont désespérés. C'est parce que les gens n'ont plus confiance. Les gens aussi, ils ont peur. Il y a certaines personnes qui préfèrent aller dans leur village et attendre. Voilà. Oui, sur la même question toujours. Alors, je parle. Et puis après, on interprète. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire qui a pris, qui n'a pas pris. Mais je vais vous dire ce qui est. Vous savez, elle est sociologue, moi je suis sociologue. Donc nous les sociologues, nous on n'avance pas des choses comme ça pour accuser. Le rôle du sociologue n'est pas d'accuser, c'est... Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai dit, messieurs les journalistes. Aucun souscripteur n'a payé son argent auprès des structures. Vous voulez faire du piment béniné, vous allez voir monsieur Yapi ou ses agents, on vous dit, alors le montant c'est 6 millions. Vous allez auprès d'une banque, vous payez les 6 millions pour venir avec les reçus. Et on écrit votre contrat. Alors, lorsqu'on dit que quand on a vu tous vos contrats, c'est même pas lorsqu'on dit, lorsque le comité de veille dit, quand on a vu tous vos contrats, ça fait 111 milliards. Mais quand on est allé voir ce qui est sur les comptes, il n'avait que 25 milliards. Alors, ça veut dire, oui, 24 milliards. Il manque 85 milliards. Alors pour nous, ces 85 milliards, ceux qui peuvent nous dire qui a pris cette somme, ce sont les banques. C'est pas... Puisque c'est chez eux qu'on a payé. C'est ça. Dans nos relevés bancaires, il est marqué que sur le compte de M. Rebels, 6 millions sont entrés dans les comptes de M. de moevea.com. Il suffit seulement qu'on regarde les relevés, qu'on dit... Ben, qui a pris les 85 milliards? C'est ce qu'on demande. Voilà. Non seulement à notre argent, mais au retour sur les investissements. Ce n'est pas... Nous, en attendant... Avec tout ce qui s'est passé, on va au-delà du capital investi. On veut nos RSI, les retours sur les investissements, et les dommages et intérêts. Parce qu'il y a eu des morts, des malades, des familles disloquées, des divorces. Moi, je suis en séparation avec mon épouse. Hein. Enfin, je n'ai pas de bague ici. Vous voyez un peu? Mais tout ça, là, ça cause de la détresse, de la dépression, du stress. Donc, monsieur le journaliste, on va au-delà. Oui. La crise éclate. C'est entre nos mains que cette crise-là a éclaté. On était là. Pour ceux qui ont subi cette affaire, ils savent que j'étais toujours présent du début jusqu'à maintenant. Et par la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au bout. C'est la phrase même que j'aime ça. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà. C'est ça en fait. Alors, c'est vrai, je sais. Je suis avant tout un souscripteur. C'est-à-dire que moi-même, j'ai souscrit. Voilà. Moi-même, j'ai investi mon argent. Et voilà. Alors, moi, il n'y a pas de problème, je peux vous dire. Je vais parler de ma famille. Moi-même, mon petit frère et une autre personne. Permettez-moi de laisser ça. Voilà. Nous attendons près de 200 millions de retours sur investissement. Le capital, peut-être, c'est autour de, on va dire peut-être... 70 millions par là. Donc moi-même, j'ai investi 70 millions. Et on dit qu'on va me donner 12%. Alors, vous voyez, on ne vous a même pas parlé de tout ça. Voilà. Donc voilà un peu. On ne rembourse même pas le capital. On ne rembourse même pas le capital entièrement. Donc je suis une victime et j'ai décidé de... Voilà, fédérer. On avait essayé. Au départ, j'ai créé une première association qui est l'ASPA. Vous voyez, je ne voudrais pas entrer dans tous ces détails avec vous. Mais si vous voulez, on va en parler. Quand j'ai créé cette première association, puisque j'étais au début même avec une autre association d'une personne qui était en France, c'était la seule association en Côte d'Ivoire qui défendait les souscripteurs.
je me suis rendu compte que le président que j'avais mis, puisque je ne vivais pas ici, a commencé à affaiblir notre lutte en essayant c'est ce que tu veux qu'on dise, hein? En essayant de se laisser corrompre par certaines personnes. C'est pourquoi on est sorti de cette et qu'on a créé cette association en fait. Voilà. On vous propose 12%. Qui vous propose? C'est une bonne question. Et la petite remarque que je fais, c'est pas, on est entre nous, on discute. Oui. Je pense qu'il faut pour mieux. Et également sur les promoteurs. Voilà. Parce que c'est ça en fait. Mais Un complot. Mais voilà, on peut dire ça. Donc, oui. Je peux te présenter, souvent. Je suis Jean Crésus, journaliste. 5 ans, je peux affirmer qu'il y a une forme de complicité. Parce que le rôle du procureur de la République, c'est de protéger des citoyens et non pas de prendre parti. Et on a comme l'impression que le procureur de la République protège plus les voleurs, les escrocs. D'autant plus qu'ils refusent de les recevoir. Voilà. Agit dans la précipitation, dans la désorganisation. Et on a l'impression que c'était pour cacher quelque chose. Parce qu'on ne peut pas en 5 jours dire qu'on a remboursé les souscripteurs. Ce n'est pas possible. Donc ça a été très, très, très mal organisé. En voulant protéger, on a détruit. C'est ce que je voulais dire. Et on ne fait rien. Que l'État, qui a son rôle régalien, devait quand même, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du bien-être social des Ivoiriens. On pouvait bien organiser le remboursement. C'était une question d'appeler les leaders des structures d'agrobusiness, tous les protagonistes concernés, et puis bien organiser cela et remettre ne serait-ce que l'investissement de chaque souscripteur. Et je pense que si on s'était limité à ce niveau-là, aujourd'hui, on ne serait pas encore ici. Alors, c'est ça qui a fait que les Ivoiriens, il y a eu tellement que le mal a été approfondi, il y a eu tellement de victimes, beaucoup de morts, et vous voyez qu'aujourd'hui, en tant que leader, on se dit, ben, il faut continuer cette lutte pour que nous puissions trouver gain de cause. Je vous remercie. Monsieur le spécialiste aussi de la presse, et comme je l'ai dit, on peut interpréter notre intervention, mais bon, ça, c'est pas ça qui est important. Mais sachez que cette affaire a fait beaucoup de victimes, hein. Comme l'a dit le secrétaire général. Il y a des gens qui se sont endettés. Vous voyez, vous vous endettez, vous investissez, et vous êtes obligé de payer ces crédits avec intérêt. Donc ça fait double pète, triple pète même. Donc d'abord, notre première pensée va à l'endroit des souscripteurs, des victimes, pour leur dire d'être patients, de rester mobilisés, et que nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce combat. Toujours papa ado, c'est notre papa aussi, c'est normal, c'est un père. Et quand je dis ça, c'est la vérité. Il faudrait que notre père accepte aussi de comprendre ce que nous vivons. Parce qu'il y a un problème, on dit le linge sale se lave en famille. Mais pour que le linge sale puisse se laver en famille, il faut que le responsable de la famille appelle les protagonistes pour qu'ils puissent laver ce linge-là. Même s'ils ne les lavent pas, pour qu'ils les regardent en train de laver ce linge-là. Voilà. Donc, nous lançons un appel au président de la République qu'il comprenne qu'il y a des victimes, que des gens sont vraiment en train de souffrir. Nous lançons aussi un appel au procureur de la République. Le procureur de la République doit nous recevoir, nous écouter et prendre les initiatives. Parce que tant que cette affaire-là va perdurer, les victimes seront toujours là pour en parler. C'est ça en fait. Et on vous remercie très sincèrement. Et on voudrait qu'on continue cette collaboration. Parce que ce n'est pas une seule fois, une seule rencontre ne suffit pas. Cette affaire qui est devenue maintenant comme une gangrène doit être... il faudrait qu'on en parle régulièrement.